Au mois d'août, un texte publié par un informaticien de Google suscitait un tollé dans les médias. James Damore, l'auteur, aurait écrit que les femmes ne sont pas faites pour l'informatique, car elles n'en ont pas les capacités. Renseignement pris et le texte en question lu, j'avoue ne pas avoir trouvé la moindre trace de ce genre de cliché dans ce document argumenté et sérieux. Nous revenons sur l'affaire avec mon invité pour cet épisode, Peggy Sastray. Bonjour, aujourd'hui je reçois Peggy Sastray, qui est une journaliste scientifique et traductrice. Peggy, vous êtes philosophe de formation, tu es philosophe de formation, on peut même se tutoyer. Tu as reçu ton doctorat en 2011, délivré par l'université de Reims, et le titre de ta thèse c'était Généalogie au pluriel de la morale, perspective nietzschéenne et darwinienne sur l'origine des comportements et des sentiments moraux. Tu es l'auteur aussi de plusieurs ouvrages, notamment Ex Utero, qui a été publié en 2009, et La domination masculine n'existe pas, qui a été publié en 2015. Tu es connu pour ta défense et tes efforts de vulgarisation de la psychologie évolutive. Et le prétexte de notre conversation aujourd'hui, en fait, c'est ce qui a été appelé le mémo rédigé et diffusé début août par James Damore, qui est désormais un ex-employé de Google. Donc il y a quelques mois, il diffusait ce texte qu'il avait appelé Google's Ideological Echo Chamber, un texte d'une dizaine de pages dans lequel il tentait d'argumenter dans le sens suivant. S'il y a plus d'hommes que de femmes en informatique, l'une des raisons est peut-être la différence de goût et ou de capacité qui distingue les deux sexes à l'échelle des moyennes statistiques. Donc il n'en fallait pas plus pour que ce texte soit qualifié par la presse anglophone de lettre anti-diversité. Dans les médias français, Le Monde et Libération ont publié plusieurs articles qualifiant dans leur titre le texte de Damore de sexiste, et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à l'avoir fait. Mais de ton côté, tu avais rédigé un article pour Slate intitulé « Non, personne n'a écrit de manifeste à Google disant que les femmes ne sont pas faites pour l'informatique ». Donc après cette longue introduction, je te pose la question, pourquoi est-ce que toute la presse a qualifié ce texte de sexiste et pourquoi est-ce que cette affirmation est fausse? Déjà, toute la presse, non. En fait, ça s'est passé en plusieurs vagues. En fait, quand le mémo a été révélé, donc en fait, ça faisait ça faisait, je crois, minimum un mois que le texte circulait en interne. Et en fait, la blague, ce que Damore raconte, c'est qu'en fait, la polémique a pris quand il l'a diffusé sur un groupe sceptique. Mhm. Et ça, c'est vraiment, je trouve ça merveilleux parce que, enfin, on pourrait considérer a priori que c'était sur ce genre de groupe qu'il y aurait pu avoir le moins d'offuscation, d'outrage, etc. Et en fait, non, c'est quand il l'a fait passer sur ce groupe que ça a tout déclenché. Donc tout ça pour dire que oui, donc il y a eu plusieurs vagues dans la réaction médiatique. Donc au départ, ça a été Gizmodo qui a publié le mémo tronqué en plus, parce que une grosse partie de l'intérêt du mémo, c'est qu'il est sourcé. Ouais. C'est qu'il est sourcé à mort avec des sources faisant autorité dans leur domaine. Mhm. Et donc Gizmodo a publié le truc en disant regardez, je me rappelle plus du titre, c'était exclusif, voici l'intégralité du laïus anti-diversité de 10 pages circulant en interne chez Google. Et donc l'intégralité non, parce qu'ils avaient oublié, ils avaient commodément oublié les liens et les graphiques. Mhm. Donc première vague, donc ensuite il y a eu le Washington Post, tout le monde reprenait le truc comme quoi c'était sexiste, c'était anti-diversité. Je crois qu'il y a quelques sources il y a quelques journaux qui ont même parlé de racisme. Mhm. Et ensuite il y a eu une deuxième vague de gens qui assez bêtement en fait ont lu le mémo et qui se sont rendus compte que c'était pas du tout qu'on l'accusait de tort imaginaire et que c'était vraiment un sophisme de l'épouvantail ou de l'homme de paille. Mais c'est sûr que ces réactions-là, enfin la deuxième vague d'articles a eu beaucoup moins d'écho que la première, mais ça c'est l'écosystème médiatique
dans lequel on est aujourd'hui. C'est que les gens qui crient, qui s'offusquent sont beaucoup plus visibles, même s'ils sont numériquement minoritaires, que les gens qui ont un discours plus posé, quoi, et tout simplement plus factuel, qui ont fait l'effort surhumain quand on est journaliste d'aller lire le texte accusé, quoi. Donc son texte n'est pas anti-diversité. Mais non, parce que dès le départ, il dit j'accorde beaucoup d'importance à la diversité et à l'inclusion, que je ne nie pas l'existence du sexisme. Il dit je veux dire, il y a toutes ces précautions, mais en même temps, j'aime pas dire que ce sont des précautions parce que le type le pense vraiment, quoi. Parce qu'après, on peut faire des procès d'intention en disant ah mais il le dit, mais en fait c'est parce qu'il le pense pas vraiment. Ouais. Mais non, quoi, il le pense, il l'écrit, il le pense, il est très articulé et on peut et on doit considérer que ce qu'il écrit, c'est ce qu'il pense, quoi. Donc quel était finalement son vrai propos? De toute façon, le vrai propos à la base, c'est pour dénoncer justement la chambre d'écho de Google, comme quoi que les opinions minoritaires sont très ostracisées. Ce que j'ai compris, lui, il a écrit le mémo parce qu'il commençait à observer des pratiques discriminatoires, mais en fait, pour l'autre, envers les conservateurs ou les libertariens, envers les hommes blancs, et visiblement dans le procès qui est actuellement en cours avec Google, il a plein de témoignages et plein de dossiers de gens qui ont été discriminés. Et lui, il a eu des attaques très violentes. Par exemple, après justement la diffusion de son mémo dans le fameux groupe sceptique, il a été, littéralement harcelé. Des gens lui ont dit on va te faire la peau, etc. Me croise pas. Ça c'était assez drôle parce qu'il a eu quelques messages pour lui dire me croise pas parce que si je te croise, je te pète la gueule. Et donc il a fait remonter l'information aux ressources humaines, etc. Et les ressources humaines lui ont dit travaille de chez toi. Ouais, j'avais entendu. Ouais. En gros, c'est la victime qui est priée de baisser la tête et les harceleurs ne sont pas inquiétés, quoi. Et ça, d'un point de vue, ça c'est pas pour le coup, c'est pas un point de vue rationaliste ou c'est d'un point de vue de l'organisation de l'environnement de travail, c'est scandaleux, quoi. D'accord. Mais bon, oui, donc ça, on peut dire que c'était le propos principal. Donc vous leur apportez un peu de dissensus au sein de Google. Voilà. En fait, dénoncer la chambre d'écho de Google que les opinions entre guillemets minoritaires sont ostracisées, et ensuite il faisait un cas d'étude sur les différences hommes-femmes, et que c'est pas en considérant que les 80% d'hommes et les 20% de femmes qu'on retrouve en moyenne dans les postes les plus techniques c'est pas en considérant qu'ils sont totalement liés à la discrimination qu'on allait résoudre les choses. Et justement, c'est pour ça qu'ensuite il fait un long développement sur les différences. Pour le coup, tu as parlé de différences d'aptitude, mais je crois, pour le coup, moi, j'ai pas relu avant l'émission le mémo, mais je crois justement qu'il ne se prononce pas sur les différences de compétences. Il parle juste d'inclination, de goût, et parce qu'en même temps, c'est ce que les études montrent, hein, les différences. Enfin, il y a des différences cognitives entre hommes et femmes, mais elles sont trop minimes pour expliquer l'ampleur des disparités sexuelles qu'on retrouve dans le monde de la tech. Et justement, il y avait un article très intéressant, je crois que c'est dans Psychology Today, qui disait pourquoi est-ce que les femmes brillantes ne vont pas dans la tech. C'est que justement, en fait, elles ont plus de choix. Et que de toute façon, ça aussi, il y a plein de scientifiques qui travaillent dessus, et même des scientifiques, même dans les sciences humaines, qui parlent justement du paradigme du choix, en fait, qu'en fait, aujourd'hui, la discrimination et l'oppression n'est plus un bon outil pour comprendre ces disparités-là, mais ça date, ces études datent depuis les années 80, depuis les années 80-90, et qu'on voit en fait que, en tout cas dans les sociétés développées,
l'explication la plus opérante, c'est le choix que les individus font, quoi. Ouais. Et justement, ça aussi, c'est très intéressant dans la fin du mémo. Donc après, après avoir détaillé toutes les études, les faits, etc., il dit justement qu'il faut considérer les gens comme des individus et non pas comme des membres de leur tribu. Mhm. Et ça aussi, c'est le truc qui est passé complètement inaperçu. Et ça aussi, c'est très révélateur, quoi. Ouais. Enfin, je me demande parfois si aujourd'hui dire ça n'est pas considéré par certains comme le comble du sexisme, mais bon. Bah, mais de toute façon, c'est le, comment dire, c'est le propre d'une pensée religieuse et d'une pensée infalsifiable, c'est que on leur dit rouge, enfin tout est récupérable en fait. On leur dit rouge, ils disent non c'est noir, on leur dit noir, ils disent non c'est bleu. C'est impossible c'est impossible à la fois d'avoir raison et d'avoir tort avec eux. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas une pensée, enfin c'est pas une pensée rationnelle, quoi, parce que par définition, quand on est sur une pensée rationnelle et sur une pensée factuelle, etc., au bout d'un moment il y a un truc qui bloque, c'est que voilà, on change d'avis parce que les faits ne sont pas cohérents avec notre idéologie. Mhm. Et eux, c'est l'inverse, c'est l'idéologie prime toujours et et ça distord la réalité jusqu'au bout, quoi. Mhm. Pour le coup, c'est un processus de dissonance cognitive assez classique et assez documenté et c'est banal, quoi. Ouais. Ce qui est remarquable, c'est qu'une telle manière de procéder était, bon, que Demore y a été confronté en premier lieu dans un groupe, donc tu appelles ça sceptique, Mhm. en français on dirait peut-être, je sais pas, zététique ou ce genre, ce genre de Mhm. choses-là. Mhm. Euh, c'est assez frappant. Et juste Bah, pour, ouais. un groupe qui était censé, pour le coup peut-être pas zététique, mais qui était Mhm. censé être conçu autour de l'esprit critique, C'est justement. ça. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, Mm. oui. C'est Donc, parce que frappant. je pense que la zététique est pas un mot. Enfin, les gens comprennent pas la zététique. Enfin, le mot est pas. Enfin, moi, je l'ai découvert il y a un an. Oui. Ouais, Et ouais, c'est vrai. ouais, je pense pas que ce soit un mot qui parle beaucoup, quoi. Ça devient un peu plus Oui, répandu, mais oui, bon, oui, bref. tout à fait. Ouais. Enfin, pour rebondir sur ce que tu disais, comme tu disais que c'était pas sûr que tu n'avais pas relu le texte juste Mm. aujourd'hui, c'est vrai que je viens de le relire, hein, juste avant l'interview. Mhm. Et effectivement, il insiste nettement plus sur les différences, encore une fois, à l'échelle statistique, entre hommes et femmes, les différences de goût et d'intérêt, plus que les différences de capacités. Je pense qu'il Mhm. en parle un petit peu, ou en tout cas de manière un peu, enfin indirectement, on peut considérer quand il parle de différence Mhm. je sais pas comment dire en français, neurotisme, par exemple. Névrotisme. Ouais, Ça aussi, c'était un truc assez significatif, c'est qu'on lui a beaucoup reproché d'avoir employé le mot, donc neuroticisme, ouais, euh, qu'en français, je crois que ça se traduit à la fois comme neuroticisme et comme névrosisme, et d'accord. en fait, qui est juste en fait une catégorie psychologique qui fait partie des Big Five. Ouais. Et donc, on lui est tombé dessus en disant: ah bah d'accord, vous dites que toutes les femmes sont des névrosées, mais non, quoi, on emploie Hmm. juste un terme technique, et ça, aujourd'hui, il le regrette, par exemple. Je l'ai entendu, Et ouais. je trouve ça regrettable qu'il le regrette. Ouais, 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 j'ai trouvé ça dommage aussi. Parce qu'il pourrait justement, à l'inverse, continuer à expliquer que c'est un terme neutre. Hmm. Après, bon, il y en aura toujours qui diront que Et les oui. termes ne sont pas neutres, etc. Mais bon, au bout d'un moment, le truc, c'est que discuter avec des fous rend fou, quoi. Ouais. Enfin, à ma connaissance, quand même, ces 5 grands traits du Big Five, enfin, c'est la manière la mieux établie et Ah oui, 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 aujourd'hui, la c'est plus solide. solide, ouais, ouais, Enfin, je veux dire, de, rien hmm, n'est sûr à 100%, mais gravé dans le marbre, ouais. Hmm. aujourd'hui, c'est une des catégorisations psychologiques les plus solides, les plus documentées, tout ce que tu veux, quoi. Mhm. Et qui est justement, et qui est un facteur prédictif de plein de comportements et de plein de phénomènes psychologiques, sociaux, etc., quoi, comportementaux. Et oui. Alors, juste avant d'essayer de parler un peu plus en détail des études scientifiques qu'il convoquait pour justifier en fait Mhm, son argumentation pour la rendre solide à propos de ce qu'on vient d'évoquer, des différences en particulier de goût mhm, euh, en moyenne, encore une fois, entre hommes et femmes. Donc avant de parler de ça, on peut parler un petit peu de l'autre hypothèse en fait qui est souvent avancée pour expliquer les différences, enfin disons mhm, la grande disparité de population hommes et femmes dans certains domaines professionnels.
Mhm. Donc l'autre grande explication en général, c'est que les femmes seraient victimes de manière endémique Mhm. de discrimination, donc à l'embauche, sur le lieu de travail et même encore avant, dans l'éducation, etc. Alors Mhm. déjà, il faut signaler que James Damore, il ne nie pas l'existence de discrimination. Mhm. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est quand même un point important. Alors, C'est une de ses premières phrases, je crois. Je nie pas absolument. l'existence du sexisme. Comme je ne promeux pas le recours aux stéréotypes. Tout à fait. Donc, j'étais tombé il y a quelque temps sur un article du Guardian Mhm. bon, c'est un journal britannique, Mhm. qui parlait lui-même d'une étude qui a été menée auprès de femmes, non seulement des hommes aussi, des Mhm. personnes qui ont démissionné, qui avaient des emplois dans l'industrie enfin des technologies informatiques, quoi, hein. Mhm. Donc cet article du Guardian nous explique, donc sur la base de cette étude, que apparemment une femme sur 10 dans ces technologies informatiques aurait reçu de l'attention romantique ou sexuelle non voulue. Mhm. Les avances sexuelles non désirées. Voilà, c'est ça, merci, des avances sexuelles non Mhm. désirées. Et alors quasiment une personne sur quatre, alors je sais pas comment traduire ça, c'est un peu bizarre, hein. Aujourd'hui, on dit comme ça en anglais, une personne de couleur. Bon, moi, Ouais, personne de couleur. Ouais. pas des termes qui me paraissent très Mhm. heureux, mais en tout cas, c'est comme Mhm. ça qu'on dit. Donc, quasiment une personne de couleur sur quatre aurait fait face à des stéréotypes. Donc ça, c'est d'après une étude du centre, je sais pas comment prononcer, CAPOR, Mhm. pour l'impact social. Et donc, qui aurait... En collaboration avec l'Institut de sondage Harris. Ouais, absolument. Donc, qui aurait, enfin non pas qui aurait, qui a sondé environ 2000 personnes qui ont donc démissionné de ces emplois dans l'informatique, dans les 3 dernières années. Et donc, ils ont beaucoup cité ces gens-là, la discrimination, les mauvais traitements, comme une Mhm. raison pour leur démission. Et alors, par contre, c'est vrai que je suis allé voir l'étude par ailleurs. Bon, là, on peut en parler ensemble, mais Mhm. en fait, donc les gens qui ont écrit l'étude, comme le Guardian, présentent ça comme des résultats qui s'appliquent à toutes les personnes qui travaillent dans ce Mhm. domaine, donc toutes les femmes, tous les Mhm. gens, bon, disons les minorités ethniques, enfin en tout cas pour ce Mhm. qui est des pays occidentaux, Mhm. mais les chiffres qu'ils donnent se basent seulement sur les gens qui ont quitté leur emploi. Mhm. C'est Bah, de ça? toute façon, cette étude enfin, je vais d'abord parler des problèmes et après Mhm, la prendre comme argent comptant. mhm, Déjà, donc le problème, comme tu dis, c'est que c'est uniquement déclaratif et ça concerne uniquement des gens qui ont démissionné, donc quitté le monde de la tech ces 3 dernières années. Donc déjà là, on peut penser qu'il y a un biais. mhm, Parce que par exemple, j'aimerais, enfin, selon moi, l'étude serait déjà plus crédible si on prenait les chiffres eh ouais. des procédures au prud'homme ou même Mhm, dans le système juridique général. Parce que là, en fait, on a des gens qui nous disent: ah oui, bah, j'ai pas eu cette promotion parce que je suis une femme, parce que je suis noire, parce que plein de choses, mais en fait, on n'en sait rien. C'est leur ressenti, quoi. Ça se trouve, il y a des facteurs pas cachés, mais des facteurs dont ils n'ont pas connaissance et mhm, qui font qu'ils n'ont pas eu cette promotion ou que ils ont pas, ils ne sont pas avancés aussi vite qu'ils voulaient dans la hiérarchie, etc. mhm, Donc ça, c'est quand même c'est assez problématique. mhm, Ensuite, sur les discriminations, les gens de couleur, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de procédures, et pour le coup, ça, c'est des procédures officielles avec des procès, etc. En fait, c'est les Asianes et les Asiatiques, en fait, c'est beaucoup d'Indiens et de Pakistanais qui sont pour le coup surreprésentés dans la tech ouais. et et qui ressentent depuis certaines années enfin, qui ressentent et qui pour le coup il y a des procès qui sont terminés et qui attestent de ça, Mhm, qu'en fait ils sont discriminés à l'embauche parce qu'on considère qu'ils sont trop nombreux. mhm, Et ces personnes de couleur là, on n'en parle pas alors que ce sont des personnes de couleur aussi. C'est Et similaire aux personnes, enfin aux États-Unis en tout cas, les élèves mm, qui sont considérés comme voilà, enfin dont la famille vient d'Asie de l'Est, mm, ils ont beaucoup de difficultés. Enfin, disons que c'est beaucoup plus difficile pour eux de rentrer à l'université parce qu'il leur faut oui, des oui. résultats très hauts
Mmh. justement à cause de politiques de compensation à l'échelle Mmh. collective, quoi. Mmh. Et ensuite, donc voilà, là, il y a ce problème de l'étude et imaginons, enfin, partons du principe qu'on prend cette étude pour argent comptant, donc Mhm, il y est dit que 10 des femmes ont subi des avances sexuelles non désirées. mhm, Mais la blague, c'est qu'il y a quelque temps, donc après, enfin, dans le contre-coup de l'affaire Weinstein, il y a ABC News, le Washington Post, qui a fait une grande étude, qui est pour le coup sur un échantillon représentatif de la population américaine, mhm. qui montre que 30% des femmes ont subi ce genre d'avance. Donc, si on prend D'accord. les deux chiffres pour argent comptant, en fait, le monde de la tech est vraiment protégé du sexisme. Donc, c'est ça, enfin, il faut toujours mettre les choses en perspective, quoi. Ouais. Mais est-ce que ça indique pas du coup qu'il y a un problème vraiment de très grande ampleur en général? Bah oui, de toute façon, il y a un problème enfin, il y a un problème. Le problème aussi, c'est qu'il faudrait, il faudrait prendre en compte les... Enfin, si problème il y a, à mon sens, c'est qu'on manque d'objectivité dans ce sujet. Et Mhm, par exemple, là, il y a eu un cas très récent d'un homme, un grand journaliste, Mike Oreskes, qui s'est fait virer de NPR. Avant, il était au Herald Tribune, etc. Et mhm, accessoirement, c'est un type que j'avais rencontré il y a quelques années, etc. Et donc, il s'est fait virer. Donc, il a eu 2 accusations de harcèlement sexuel. Et donc, le premier dossier, pareil, hein, c'est des trucs qui ne sont pas jugés. Hein. Pour le coup, je ne sais même pas si c'est c'est au niveau de plainte. À ma connaissance, c'est au niveau des femmes ont parlé qu'elles ont été maltraitées. Bref. mhm, Donc, le premier cas, c'est une femme qui se plaint que à la fin d'un dîner professionnel, donc Mike Oreskes l'a embrassée, mhm. donc sans son consentement. Ouais. Donc ensuite, ça c'est fini, que voilà, il s'est excusé, blablabla. Je crois que pendant un temps, il a envoyé un peu des textos, mais enfin, ça restait gentil. Et après, le type s'est excusé. Et la deuxième affaire, qui est pour moi complètement délirante, c'est donc une femme qui était en processus d'embauche dans son journal, je ne me rappelle plus lequel. Donc, par exemple, pareil, à dîner avec lui et à considérer que la discussion envahissait trop des domaines intimes, Ah qui lui oui. parlait trop de sa femme, de ses aventures, etc. Donc, elle s'est sentie choquée. Mhm. Elle a passé la nuit au téléphone à pleurer avec son boyfriend, comme quoi, oh là là, comment on appelle ça, son estime de soi était impactée à tout jamais, etc. Et elle a considéré que c'était à cause de ça qu'elle n'avait pas pu avoir son poste, etc. Mais est-ce qu'on peut encore aujourd'hui avoir une discussion objective sur ces phénomènes? Je veux dire, on peut quand même dire à la fille, pardon, mais t'as peut-être un peu exagéré de ton sentiment, quoi. Mhm. Et je sais que ça, c'est un truc, c'est un truc qui pour beaucoup de gens est devenu inaudible. Et je suis pas la seule, hein, que c'est vraiment dramatique, justement, avec tout, enfin, sans même parler de la présomption d'innocence, etc. C'est que, enfin, je veux dire, on prend pour argent comptant des réalités très très différentes. On n'a plus le droit, enfin, on n'a plus le droit, c'est pas une question de droit, enfin bref. Aujourd'hui, si on commence à dire qu'il y a différentes gravités dans les atteintes sexuelles, que le harcèlement, que une main sur l'épaule, c'est pas pareil qu'un baiser forcé, que c'est pas pareil que un attouchement sexuel, que c'est pas pareil qu'un attouchement avec pénétration, que c'est pas pareil qu'un viol, là tout de suite on se fait alpaguer, parce que oh là là, c'est intolérable de faire une hiérarchie dans les faits, alors que c'est un des principes de l'état de droit, quoi. Mhm. D'accord. Euh, ok. Alors, on pourrait quand même, enfin, je sais pas, moi c'est pas mon cas forcément, je connais pas super bien Mm. ces questions, mais si tu veux, on pourrait te reprocher de trouver quelques exemples pour évacuer un phénomène de grande ampleur Ah non, mais qui j'évacue rien. existe. Ouais, j'évacue rien, non, j'évacue rien, mais j'aimerais, comment dire. Enfin, le phénomène de grande ampleur, on peut aussi le critiquer en voyant que les statistiques de viol et d'agression sexuelle diminuent Mhm. depuis 50 ans. Diminuent depuis 50 ans. Donc ensuite, on peut avoir une réflexion qui est la mienne
qui est celle de Pinker et de plein d'autres gens, c'est qu'on est devenu aussi plus sensible à ce qu'on appelle justement les micro-agressions, etc., parce que les vraies agressions diminuent. Mhm. Et ça, je me prononce pas, je suis pas mon jugement sur le fait est-ce que c'est bien ou c'est mal, j'en sais rien. J'observe ça, quoi. J'observe qu'aujourd'hui, voilà, enfin, je veux dire, j'ai vu des choses, enfin là, ça reste encore dans les cercles militants, féministes, radicaux, etc., Mhm. qu'on devrait punir les hommes parce qu'ils ont des regards dégradants. Mhm. Mais le dégradant, il est où le critère, quoi? Enfin, je veux dire, C'est le fameux male gaze. voilà, ouais, voilà, c'est comment tu juges ça, quoi? Comment tu juges que le type a un regard dégradant et à la limite, imaginons qu'il a un regard dégradant, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? Et il milite pour que ce soit puni par la loi. Oui, 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 bah, ça fait oui, oui, bah, j'ai vu plein de blogs qui, enfin, pas punis, mais qu'il faudrait qu'on ait une réflexion pour que les mecs se polissent, quoi. Ah oui, bon. Ils baissent les yeux et Mhm. machin, et oui, c'est une police comportementale, quoi. Mhm. Et aussi, ce que je voulais aussi souligner avec ces problèmes de harcèlement, Mhm. c'est que, enfin, quand on compulse les études, pour le coup, objectives des gouvernements, etc., de l'ONU, etc., Ouais. euh, on se rend compte qu'une grosse partie, s'il y a un continent noir du harcèlement au travail, c'est le harcèlement entre femmes. Ah ouais. Et ça, personne n'en parle, quoi. Et ça, la blague, c'est que juste avant, en début août 2017, donc juste avant l'affaire du Google Memo, Mhm. il y avait un article, un grand article dans The Atlantic sur justement sur le harcèlement de la part entre femmes Mhm. et qui véhiculait, enfin ressuçait les poncifs sur ah oui, c'est parce qu'elles sont des esclaves du patriarcat et que ah là là, elles s'auto compétitionnent pour se mettre bien aux yeux des hommes, etc. Mais je veux dire, il y a un truc qu'on connaît depuis 200 ans qui s'appelle la compétition intrasexuelle, quoi. On peut en parler un peu. Mhm. Et ça, ça aussi, ça révèle, je sais pas si c'est de l'aveuglement, mais c'est de l'ignorance, quoi. C'est un niveau d'ignorance généralisée assez préoccupant, quoi. Mhm. Pour revenir sur ce que tu disais quand même tout à l'heure, c'est effectivement, bon, je pense on peut, ça fait sens de dire que pour certaines plaintes, enfin c'est pas des plaintes, mais Mhm, par rapport à ce sondage dont on parlait tout à l'heure, les gens qui vont mhm, dire que ils n'ont pas été promus à cause de mhm, discrimination, ça reste difficile, surtout en mhm, l'absence de procès à démontrer. Mais mhm, quand même, pour ce qui est vraiment du harcèlement sexuel, effectivement, bon, on peut dire qu'il y a une part de subjectivité dans la manière dont on mhm. perçoit ce qui se passe entre deux personnes, mais enfin, c'est quand même plus facile à, on peut penser quand même que il est plus difficile de se tromper soi-même sur Mhm. ce point-là. Oui, mais en même temps, enfin surtout avec l'affaire Weinstein, etc., j'ai quand même l'impression que les débats qu'on a aujourd'hui, en fait, ne résolvent pas les problèmes dans le sens où les petites interactions entre hommes et femmes qui peuvent être un peu ambiguës, parce que oui, Mhm. effectivement, souvent les femmes enfin pardon, souvent les hommes sont demandeurs Ouais. et les femmes beaucoup moins. Donc, vu qu'il y a comment dire, il y a déjà une disparité à ce Mhm. niveau-là. Tout ça pour dire quoi? Oui, en fait, les débats qu'on a aujourd'hui, en fait, vont faciliter la vie aux vrais prédateurs. Dans le Mhm. sens où ils vont encore mieux se cacher. Ils vont faire ce qu'ils font aujourd'hui, hein. Ils vont taper sur des filles un peu folles, un peu, comment on appelle ça, un peu, enfin, justement que ça va être très facile de travailler enfin, de remettre en cause leur crédibilité, quoi. D'accord. Et, et à l'inverse, entre guillemets, les braves gars qui un jour ont fait une sale blague, eux, on va leur taper dessus et c'est pas eux les plus dangereux, quoi. Mhm. Et ça, après, pour le coup, c'est un pressentiment que j'ai aujourd'hui. On verra comment cette affaire se dégoupille. Parce qu'on en a vu aujourd'hui, tout le monde s'affole. Ah là là, il y a un avant et un après. Mais bon, j'ai déjà entendu ça pendant l'affaire DSK. Est-ce que ça a changé grand-chose? Non.
Il y a eu, enfin, je dirais, MeToo, il y a 2-3 ans, il y a eu il y a eu pareil, il y a eu une campagne de hashtag sur Twitter, je ne me rappelle plus exactement quel était le hashtag, mais ouais, ça, enfin, faut voir faut voir ce que ça donne. Aujourd'hui, on est dans le déferlement du tsunami, mais après, j'ai un caractère un peu blasé de nature, mais oui, je suis pas vraiment convaincue que ce qu'on dit aujourd'hui va se réaliser, quoi. D'accord. Bon, je pense qu'on peut fermer voilà, ce volet pour Mhm. enfin, Et pour le moi, coup, ah bah, oui, juste ouais, un dernier détail sur ce sujet. Il y a mhm, aussi des gens qui, j'en suis aussi un peu comme Camille Paglia, qui disent mhm, que c'est faux. Enfin, vient de considérer que ça rend les environnements de travail hostiles. Mais en fait, l'environnement de travail est hostile à la base, et c'est aussi aux individus de se gérer et, euh, et de se sortir de ce genre d'interaction désagréable sans forcément avoir recours à un espèce de papa ou de maman surplombante, et qui est soit les ressources humaines, soit l'État, soit la police comportementale d'Internet, des réseaux sociaux, et l'espèce de refroidissement social et de puritanisme qu'on observe aujourd'hui, quoi. mhm. Et ça, pareil, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si on dit aux individus que c'est à eux, à la base, de se responsabiliser, ça, c'est le gros scandale. Oh là là, blame the victim et machin, quoi. Mhm. D'accord. On peut passer peut-être. En fait, c'était presque des préliminaires, on peut dire jusqu'ici, puisque Mhm. on peut rentrer un petit Ça peu me plus. dérange, ça me dérange ce terme. Il est sexuellement connoté, je vais appeler la police. Voilà. Euh, donc, on peut rentrer peut-être un petit peu dans le détail de l'argumentaire, disons scientifique du Mhm, mémo de James DeMore, parce que bon, comme je l'ai déjà dit et toi aussi. Il essaie d'expliquer que voilà, une raison possible et sans doute probable mhm, pour laquelle il n'y a pas forcément 50% d'hommes, 50% de femmes mhm, qui sont en train d'écrire du code mhm, pour Google, c'est que il y a des différences probablement à l'échelle des moyennes statistiques, encore une fois, mhm, de goût en particulier, de mhm, capacité aussi, mhm, entre hommes et femmes. Donc il argumente dans ce sens-là, notre ami Demore, et donc il cite des articles de la littérature scientifique. Donc mhm, pour toi qui connais quand même bien la mhm. littérature scientifique, est-ce qu'à ton avis, il représente bien l'état des connaissances tel qu'il sera accepté par voilà, les gens qui connaissent Mhm. et Bah oui, mais en qui... plus, Ouais, et pour le coup, c'est plus comme mon avis, parce que justement, dans la deuxième vague d'articles de presse sur le mémo, il y a oui, plein de scientifiques, de spécialistes qui sont sortis du bois ouais. en disant, mais calmez-vous, ce qu'il dit est totalement en phase avec l'état de littérature actuelle, et Mhm. c'est pas du tout. Et par exemple, il y a eu des Brasseaux qui a une formation de neuro. Scientifique? Elle est neuroscientifique, mais je ne me rappelle plus exactement sa spécialité. Bref, Ouais. qui maintenant, pour le coup, est journaliste scientifique, et qui dit noir sur blanc que ce que dit Damor dans le mémo n'est pas du tout controversé, Mhm. et qu'à l'inverse, si chez les neurobiologistes, vous arrivez en disant ces différences, ce sont des constructions sociales, on va vous rire au nez, quoi. Ouais, Et donc il y a aussi Geoffrey Miller, qui pour le coup qui est un des papes oui. de la psychologie évolutionnaire, qui dit que s'il avait eu le mémo de Damor en cours, Mhm. si c'était un travail d'étudiant, il lui aurait mis A-, quoi. Hmm. Pas trop mal. Ouais. Ouais. Oui, oui, c'est des articles que j'avais vu passer et même lus pour certains aussi, mais ouais. Et Ouais. après, pour le coup, c'est aussi, il y a aussi des scientifiques qui ont été plus nuancés, Mhm. comme par exemple David Schmidt, qui est un des grands spécialistes des différences
des différences cognitives et comportementales entre hommes et femmes, enfin, on en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est lui c'est un des premiers qui a mis en valeur le paradoxe norvégien. Ouais. Et donc bref, il dit, donc il nuance un peu le truc, en disant oui, c'est vrai que ce sont des différences qu'on observe statistiques au niveau des groupes, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse les utiliser pour expliquer justement des phénomènes individuels au niveau des entreprises, etc., quoi. Donc, Mhm. comment dire? Mais lui, il disait quand même que globalement, Damore avait raison, quoi. Ouais. Il avait raison. Au moins, il représente correctement la littérature scientifique. Mhm. Ouais. Après, il est Mais c'est moins ça aussi. certain peut-être Ouais, de ouais. savoir est-ce que ces différences peuvent Oui, qu'est-ce qu'on expliquer peut en... Ouais, vraiment. voilà. Non, non, si, parce qu'elles expliquent, mais qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait? En Ouais. fait, Schmitt était plus sceptique sur le fait que ces faits scientifiques-là puissent être un outil de lutte contre, comment dire, La disparité. Ouais. la disparité homme-femme dans les milieux techniques. Ah oui, d'accord. Ok. Parce qu'il faut quand même signaler pour l'audience que Demant, dans Mhm. la fin de son mémo, donc Mhm. après avoir un petit peu voilà, Mhm. donné quelques exemples dans la littérature de Mhm. psychologie évolutive, on peut dire, Mhm. il essaie de donner quelques pistes de Pas seulement réflexion, évolutive, hein, pas parce que seulement évolutive, absolument. c'était des sources aussi de psychologie cognitive Ouais, totalement basiques. ouais. Oui, oui, c'est juste. Mm, Et donc à la fin, il donne quelques pistes pour essayer peut-être, donc justement, c'est de faire un peu ce que tu viens de dire et dont mm. ce scientifique, c'est quoi son nom? David Ah Schmidt. oui, David Schmidt n'est pas, voilà, ne pense pas que c'est forcément, que ça va forcément marcher, mais en Mm. tout cas, il essaie de, voilà, de proposer des pistes pour peut-être, C'est pas qu'il dit que ça va pas forcément marcher, c'est qu'il oui, dit il pense que c'est pas judicieux ouais, dans le contexte des disparités de représentation homme-femme dans la tech, uhum, de se servir d'accord, de ces sources-là. Mais après ça aussi, c'est comment dire, c'est un effet loop parce que, enfin, à vue de nez, 90% des scientifiques qui ont été interrogés sur le sujet ont dit que Damore avait raison sur toute la mhm. ligne. Il y a que lui qui a fait un peu de nuance, quoi. Donc, Ouais, d'accord. Enfin, en tout cas, donc, je finis. mm, ouais. Damore, il proposait peut-être voilà, de regarder un petit peu ses connaissances de psychologie et de voir si peut-être on Mhm, pouvait pas s'en servir pour améliorer, enfin, disons, pour mhm, corriger un peu les disparités hommes-femmes. mhm, Par exemple, en faisant en sorte peut-être que bah, la programmation informatique devienne une activité peut-être un peu moins solitaire, où la mhm. collaboration est davantage Oui, oui. encouragée. Donc c'est un exemple. Enfin voilà quoi. Mais Mhm. Ben, il le dit noir sur blanc, hein. Il dit hmm, lorsque nous admettons que toutes les différences ne sont pas socialement construites oui, ni dues aux discriminations, nous ouvrons nos yeux sur une conception plus précise de la condition humaine, ce qui est nécessaire si nous voulons réellement résoudre les problèmes. absolument. Il n'y a pas il y a pas d'ambiguïté là-dessus, hein. Hmm. Alors juste donc on a affirmé entre guillemets que bon que la littérature scientifique lui donnait plutôt raison. Je pense que Mhm, c'est bien de donner un ou deux exemples voilà, de choses qu'il a affirmées et qui sont vraiment solides, au moins, mhm, au moins d'après ce qu'on pense être mhm. juste aujourd'hui. Bah déjà, il y a l'influence de la testostérone prénatale Mhm, sur le comportement genré. Donc ça, euh, ça pour le coup, peut-être qu'il a été assez léger là-dessus. Enfin, comment dire, pas léger, mais qu'il a peut-être pas donné les meilleures sources. Par exemple, il met un accent sur l'histoire du garçon qui avait été castré. Donc, en fait à mon sens, il mettait trop l'accent sur, donc, justement sur ce cas individuel, alors qu'il y a il y a beaucoup d'études qui justement ont des analyses plus statistiques, ouais, ouais. plus collectives, etc., et qui montrent que, en effet, c'est une piste très solide. Enfin, c'est un des facteurs qui explique les comportements genrés, quoi. Hmm. Le garçon que tu mentionnes, c'est celui qui avait été, entre guillemets, traité par John Money ou... Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Je me rappelais plus d'accord. Oui, je me effectivement, rappelle c'est plus vrai le nom. qu'avec un seul cas, on peut...
On Mhm. peut pas conclure grand-chose, mais oui, il y a une littérature. Donc en fait, c'est Et ça. Donc, en fait, il avait eu une circoncision qui s'était mal passée, donc il avait plus de pénis. mhm, Et Monet avait dit, mais c'est pas grave, on va l'éduquer comme une fille et il va devenir une fille. Et le fait est que ouais, non, ça s'est très mal passé. Il a fini par se suicider. Il y avait aussi un frère jumeau et c'était atroce cette histoire, quoi. c'est devenu un Et, cas et, d'école, ouais. ouais, et Monet a continué à enseigner très longtemps Ouais. ses délires sur le tout socialement construit, quoi. Alors justement, avant d'en venir à ça, enfin en même temps, on y est déjà, mais Mhm. est-ce que tu peux donner un deuxième exemple de choses qu'a affirmé Demand sur les différences hommes-femmes innées entre guillemets et qui est juste. Bah, inné, pour le coup, ça aussi, c'est assez problématique de toujours mettre le débat sur l'inné et l'acquis, parce Oui, que parce qu'avec la théorie synthétique de l'évolution, enfin, je veux dire, la dichotomie inné et acquis, elle était exposée depuis, ouais. depuis, depuis 60 ans. Donc, après, oui, on peut se dire pour des questions méthodologiques, parce que c'est tout ce que font les études d'héritabilité sur les jumeaux, etc. Mhm. Euh, et tout ça pour dire quoi? Un Bah, il y a deuxième la, exemple de choses qu'il ouais, aurait bah, affirmé. bah, Ouais. justement, il y a les grosses études que mènent notamment donc justement David Schmidt. En fait, c'est des études transculturelles. Donc, Mhm. la base en général de l'échantillon, c'est 53 cultures à travers le monde Mhm. qui montrent que, bah, voilà, que les comportements, enfin, à la fois les comportements et surtout, justement, ce qu'on appelle les stéréotypes genrés. Donc, en fait, quelles qualités les gens assignent de façon privilégiée aux hommes et aux femmes Mhm. restent stables euh, à travers les cultures. Et ça, c'est le truc très intéressant dans le paradoxe norvégien, c'est que ces stéréotypes-là se cristallisent, en fait, deviennent, comment dire, le fossé des qualités qu'on assigne de façon privilégiée aux hommes et les femmes se creuse dans les sociétés les plus socialement libérales et justement où il y a plein de politiques sur l'égalité, la lutte contre les discriminations. Même en Suède, on invente de nouveaux pronoms neutres et on dit aux garçons qu'ils doivent plus faire pipi debout, etc. Euh, et en fait, dans ces sociétés-là, en fait, les différences comportementales entre hommes et femmes, entre garçons et filles, se creusent. Mhm. Et enfin, Ouais. pour l'instant, on ne sait pas comment dire. Enfin, c'est pas qu'on sait, c'est qu'on est assez prudent pour expliquer, pour dire pourquoi ça se passe comme ça. Mais une hypothèse qui est très probable, Mhm. c'est qu'en fait, les hommes et les femmes sont d'autant plus libres de faire ce qu'ils veulent, quoi, et donc d'aller vers leur proportion, d'aller dans le sens de leur proportion évolutive et naturelle, quoi. Ouais. Et que justement dans des systèmes qui protègent politiquement, comment dire, ou qui diminuent le niveau de conflit, bah, c'est d'autant plus facile d'aller entre guillemets vers sa nature, parce qu'il y a plus de, Mhm. voilà, il y a de moins en moins, il y a de moins en moins de conflits. La guerre des sexes est de moins en moins prégnante, quoi. Mhm. Ouais, il y a une autre étude qui recoupe ça et enfin qui recoupe ce que tu appelles le paradoxe Mm, norvégien. Enfin, c'est pas toi, c'est ce qui mm, s'appelle le ouais, paradoxe mm, norvégien et mm, qui s'intéressait justement. Alors, c'est très proche de ce qui concerne mm, de ce qui concerne Demant puisque ça c'était mm, la représentation des femmes dans les métiers scientifiques et on mm, voyait qu'il y avait plus de femmes dans des pays qu'on peut considérer comme moins égalitaires, des sociétés plus mm, fermées comme mm, la Russie, et ça allait mm. même jusqu'à l'Arabie Saoudite et d'autres Ah oui, pays. la Chine, la Ouais. Corée. Plus de femmes en sciences que dans des Mm, pays comme, encore une fois, le Canada, l'Europe de l'Ouest, l'Europe mm, du Nord. mm. Et un dernier exemple d'études qui prouvent, enfin, qui vont dans le sens de Damor,
c'est la différence en tendance entre les cerveaux des hommes et des femmes. C'est ce qu'on appelle la dichotomie entre les systématiseurs et les Hmm. empathiseurs. Et ça, par exemple, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'autisme qui montrent ça. Donc, comme Simon, je vais pas dire Sacha Baron Cohen, c'est son frère, Simon, Simon Baron Cohen. Ouais. Euh, donc voilà, ça aussi c'est très solide et qui montre en tendance que le cerveau moyen masculin est plus systématiseur et que le cerveau moyen féminin est plus empathiseur. Donc il va plus, donc le cerveau féminin moyen va plus justement dans les rapports interpersonnels, alors que le cerveau Mhm. moyen masculin est plus dans l'objectal, dans l'objectif. Oui. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi est-ce que l'autisme, enfin que sur tout le spectre autistique, on trouve il y a une surreprésentation masculine, féminine. Et après, il y a aussi des autismes. Il y a aussi des autismes qui sont spécifiquement féminins, comme le syndrome de Rett, et pour le coup, c'est un des autismes les plus graves, qui est un des autismes les plus handicapants, et même, il y a beaucoup, enfin, tous les autismes ont des conséquences physiologiques, mais ça, c'est des petites filles qui meurent très jeunes, et je crois de mémoire, c'est 80-90% de filles. Mhm. Donc ces différences entre tendances systématisantes et empathisantes, bon, c'est quelque chose qui a Mm, été observé chez les nouveau-nés, hein, par exemple mm, par Baron Cohen. mm, Et il y a mm. d'autres études, je connais pas les noms des auteurs, mais dont j'ai entendu parler, où les mêmes résultats ont été retrouvés chez des bébés singes. Mhm. Il y avait des macaques, Oui, bien sûr. Rhésus, Les vervets, les singes c'est vervets. ça. Donc, par exemple, les mâles, enfin, les mâles sont plus, même quand on mesure des données assez basiques, par exemple, où est-ce que les singes regardent? Mhm. En fait, les singes mâles, enfin, les petits singes mâles ont davantage tendance à regarder justement des choses, des objets, Mhm. et les singes femelles, d'autres singes ou des humains, quoi. Hmm. Alors pourtant, on entend beaucoup parler ces derniers temps de travaux scientifiques qui démontreraient Mhm, l'équivalence totale entre cerveau masculin et féminin. mhm. En France, nous avons Catherine Vidal. Oui, Dans le enfin, monde Catherine Vidal ne fait pas de travaux, donc ouais. elle, Dans le monde anglophone, il y a Cordelia Fine qui a pareil. publié plusieurs livres, Mhm, dont le plus récent a reçu un prix extrêmement prestigieux au Royaume-Uni. Je crois que c'était le mhm, prix de la mhm, Société royale des sciences. mhm. Son bouquin Tout à fait, T-Rex, ouais. Testosterone Mhm, Rex. mhm, Donc elle nous explique l'une comme l'autre en fait qu'il n'y a aucune différence vraiment entre mhm. cerveau masculin et féminin. Mais pourtant ça a pas l'air d'être le consensus scientifique. Enfin en tout cas, Ah, mais, tout à fait. Bah, l'exemple du prix de la Royal Society à Cordelia Fine, les scientifiques, enfin les spécialistes de ça, aujourd'hui sont vent debout et ils sont vraiment affligés de cette décision. oui. En même temps, comment dire, quand on prend un peu aussi de recul, je veux dire, la Royal Society avait donné aussi un prix, je crois, à la malmesure de l'homme de Gould, Mhm. qui aujourd'hui est complètement décrié, et même à l'époque, je veux dire, il y a eu un scandale total il y a eu un scandale énorme sur ce bouquin, comme quoi c'était de la propagande, c'était bidon, Mhm. etc. Mais il a eu le prix. Oui, c'est des vagues, c'est des vagues qu'on retrouve malheureusement dans l'histoire des sciences, enfin surtout dans l'histoire de la vulgarisation scientifique, parce Mhm. que parce que c'est des choses, je sais pas, il y aurait tant de choses à dire. Voilà, ça, on vit quand même aujourd'hui des temps relativement troublés, donc ça rassure, c'est du wishful thinking, quoi. Ça fait plaisir de se dire, ah bah non, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, donc la preuve, regarde, cette super institution de vulgarisation scientifique a donné un prix à machin, mais c'est pas, enfin si c'est important, mais c'est pas nouveau, quoi. Ouais. Alors, je connais pas très bien la démarche de Vidal, mais en tout cas, je me suis Mhm. renseigné pour ce qui est pour ce qui est de celle de Cordelia Fine. Mhm. Si j'ai bien compris, en fait, elle prend des études qui tendraient à montrer effectivement Mhm. des différences cognitives Mhm. et de personnalité entre hommes et femmes qui seraient innées. Mhm. Et elle prend les études faibles et disons mal Mhm. construites ou mal interprétées ou Mhm. peu reproductibles Mhm. qui vont dans ce Mhm. sens-là.
Par Mhm. contre, apparemment, il y a toute une, enfin, il y a énormément d'études beaucoup plus solides et sérieuses et Mhm. qui ont été reproduites, qu'elles passent sous silence. Ah oui, tout à fait, mais enfin, avant Testostérone Rex, il y a 2, 3 ans, même un peu plus, il y avait Ouais. eu un article dans justement une revue qui s'appelle Biology of Sex Difference, donc comme son nom l'indique, c'est une revue spécialisée sur les différences biologiques entre les sexes, Mhm. qui avait été signée par 2 neuroscientifiques. Je crois que c'était un homme et une femme, mais je crois même que c'était 2 femmes. Enfin bref, on s'en fout. Ça aussi, pareil, ça aussi, ça me déprime qu'on rentre dans ces logiques-là, qu'on dise ah oui, vous avez vu, c'est 2 femmes qui disent ça, donc c'est la preuve. Enfin bref, on ne devrait pas dire ça, quoi. Ouais. Pardon, je suis désolée, je rentre, je, je me suis moi-même pourrir la tête. Enfin bref, et en fait qui détruisait son argumentation et justement il y avait ça que elle cherry pick sur les études les plus mal faites parce que le fait, on va pas non plus se mentir, il y en a énormément. L'écosystème de publication scientifique aujourd'hui n'est pas parfait, Non, il n'est pas en très bon machin, état, bref, ouais. voilà, n'est pas un très bon état. Bref, tout ça pour dire quoi. Et aussi, le sophisme qu'il soulignait, c'est que en fait, son argument, c'était regardez, et ça aussi, c'est ce que fait Vidal. Hein, c'était regardez, en 1900 où il y a eu l'eugénisme, il y a eu la Ouais, phrénologie, ouais. etc. Attention, il faut faire attention, quoi. Mais je sais pas, c'est aussi débile que de dire ah bah oui, bah, au 15e siècle, on se soignait avec des sangsues, donc arrêtez de vous soigner, quoi. Mhm. Ah, y a aucune prise en compte de l'obsolescence justement de la science, quoi. Et c'est le principe de la science, c'est ça, c'est l'autocorrection, on a fait des erreurs, bon, on les a corrigées, mais c'est pas parce qu'on a fait des erreurs il y a 100 ans qu'on continue à les faire, quoi. Mhm. Et justement, l'angle de cet article des neuroblogistes, c'était que si on continue à donner du crédit à des gens comme Fine ou Vidal, en fait, on entrave, enfin, c'est ce qui c'est d'ailleurs en train de se passer, on entrave le soin des femmes, quoi. Parce que par exemple, sur les démences, sur les démences, Alzheimer, Parkinson, etc., on observe qu'il y a des différences très significatives au niveau des maladies entre hommes et femmes. Mhm. Et si et en fait là on bute sur une aporie. Donc si on considère qu'il n'y a pas de différence entre les cerveaux des hommes et des femmes, pourquoi est-ce que on observe des différences physiologiques très marquées dans les pathologies du cerveau? Et aujourd'hui le truc marrant, c'est que Vidal commence à reprendre à son compte ça. Enfin, moi je suis assez bien placé pour le dire parce que j'ai publié un livre qui s'appelle Le sexe des maladies en 2014. Mhm. Et en fait, aujourd'hui, donc, elle a publié un petit bouquin là-dessus et elle embellificote le truc en disant ah bah non, c'est vrai qu'il y a des différences dans les maladies, etc., mais c'est principalement social. Ouais, C'est c'est des, ce que j'allais dire, ouais. voilà, c'est encore le truc, c'est des constructions culturelles. Ouais, je sais pas, quand on voit que quand le tissu conjonctif du cœur entre les hommes et les femmes, c'est pas le même, faut m'expliquer où est la construction culturelle, quoi. D'accord. Donc pour conclure, donc bon, il y a eu donc ce dont on parlait au début, un emballement médiatique Mhm, et une propagation de contre-vérités au sujet mhm, du texte de James Damore. mhm, Euh, alors on a déjà plus ou moins répondu en filigrane à la question, mais je la pose mhm. quand même de manière plus directe. Est-ce que voilà cet emballement pardon médiatique, la manière dont les gens ont soit menti, soit propagé des mensonges par Ouais. rapport à ce texte, est-ce que ça révèle? Je pense pas qu'ils ont menti, parce Oui, que pour le coup, c'est un processus cognitif, c'est un processus cognitif assez classique. C'est difficile de mentir. oui. C'est coûteux, c'est énergivore, etc. C'est des gens ignorants, quoi. Hmm, Et en fait, comment dire, ils ne sont pas conscients de leur ignorance et hmm, ils continuent à propager leur contrefaits pour des hmm. raisons idéologiques. Mais je pense que, Ouais, enfin, je pense que les mensonges conscients sont quand même très minoritaires, quoi. d'accord. Pour le coup, pas pour le cas Vidal, je pense qu'elle Oui. ment sciemment, mais bon,
C'est un détail, quoi. À propos du texte de Demand, ouais, je pense aussi, enfin, je sais pas, hein, je suis pas dans la tête des gens, mais à Mm, propos du texte de Demand, mm, enfin, je sous-entendais pas que mm, la plupart des gens ont menti, je pense qu'il y a une petite minorité, mm, sans doute, mm. au départ, mais qu'effectivement, même à l'origine, vraiment, de l'incompréhension qu'a suscité le texte, je pense qu'il y avait des gens qui ont tout simplement lu, qui ont commencé à lire, qui ont vu qu'il parlait de différents hommes-femmes, qui en ont conclu que c'était une misogynie Bah, qui insoutenable n'ont pas et lu, quoi. Enfin, oui. il y a aussi Oui, plein de gens alors qui n'ont ça, pas lu. Enfin, absolument, absolument, ça c'est la majorité. moi, j'ai des preuves. Enfin, je veux dire, moi, j'ai des faits. Comment dire Hmm, moi, on m'a dit quand j'ai fait l'article sur Slate, parce que oui. je me suis aussi comment on appelle ça? J'ai eu envie aussi de faire cet article parce que je voyais que Slate avait fait juste une brève et reprenait le titre de Gizmodo comme quoi c'est un Hmm, mémo sexiste et tout. Donc là, j'ai fait m'arrêter 2 minutes. Et il y a une rédactrice en chef qui, 2 heures après la sortie de la brève, m'a dit: Ah bah oui, mais tu sais, on n'avait pas lu le mémo. Et j'étais là, mais c'est. OK. et ouais. Et c'est d'autant plus dramatique parce que, je veux dire, les journalistes aujourd'hui sont quand même, pour plein de gens, une sale race. Je crois au dernier sondage du Cevipof de Sciences Po, je crois que ça fait partie des professions les plus détestées en France actuellement. À la fois les plus détestées et à la fois on leur accorde le moins de crédit. Hmm, Il y a tout ce phénomène des fake news, etc., qui est réel. Hein. Enfin, je veux dire, Trump a dit plein de merde, etc. Mais ouais. je trouve ça dramatique de, comment dire. Enfin, je veux dire, les fake news, il y en a partout, quoi. Il y a des fake news de droite et des fake news de gauche, quoi. Hmm, Et ne se focaliser que sur les fake news de droite, ben en fait, en plus, ça donne des armes aux gens qui disent, ouais, bah, les journalistes disent de la merde, quoi. hmm. Je sais pas, je verbalise pas bien ce que je veux dire, mais. Non, mais Mm, enfin, ce que je pense comprendre, c'est que mm, ça leur, enfin, si quelqu'un veut affirmer que les journalistes sont très biaisés, mm, notamment politiquement, mais il leur mm, suffira de pointer le fait que d'une part, ils ne s'attaquent qu'aux fake news entre guillemets de mm, droite, et que d'autre mm, part, bon là, sur l'exemple de Demand, mm, ils ont mm, propagé des énormités, enfin disons mm. oui, des énormités. Des contresens, des faux sens, des Hmm. contre-faits, des. Chose qui vraiment, enfin, il suffit de lire le texte, Mm, qui est d'ailleurs mm. d'une, enfin, c'est un texte qui est vraiment, je sais pas comment dire, mais vraiment très modéré entre guillemets. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Là Et c'est ça aussi, je qui, l'exprime pas très et bien, c'est mais ça. Non, mais c'est ça qui, et en plus, c'est ça qui fait sa qualité, quoi. hmm, Et d'autant plus savoir que, enfin, après, c'était une légende, hein, que visiblement il a pondu. Enfin, moi, quand je l'ai lu, enfin, c'est justement pourquoi comment j'ouvre mon article là-dessus, j'ai vraiment eu l'impression enfin, je pensais qu'il avait passé 2 semaines à l'écrire, quoi. Enfin, ouais, tu sens un travail énorme. Et mhm, visiblement, ce qu'il raconte, c'est qu'il a pondu ça dans un voyage de 10 heures dans l'avion qui le ramenait ou l'emmenait en Chine, quoi. ouais, Et oui, donc tout ça veut dire que c'est aussi ça qui fait sa qualité, c'est ça aussi qui fait sa qualité, quoi. C'est pas et c'est ça qui fait sa qualité, et c'est ça aussi qui fait qui rend compte de l'absurdité des accusations, comme on l'a dit, c'est un gros misogyne, c'est l'alt-right, c'est le gros connard qui dit les femmes, faut les envoyer à la cuisine. mhm, Et d'un autre côté, enfin, comment dire, je me suis aussi beaucoup identifiée à ça, quoi, parce que moi, je me prends des trucs comme quoi je suis conservatrice, je veux, enfin, que je suis réactionnaire, et que si je travaille et que je défends la psychologie évolutionnaire, c'est que j'ai une idéologie cachée. Enfin, ça me fait marrer mhm, parce que les gens disent que mes détracteurs disent que j'ai mhm, une idéologie cachée, mais ils sont jamais capables de dire laquelle. Donc ça, c'est très drôle. Bref, donc tout ça pour dire, oui, je me suis beaucoup identifié à lui parce que moi, je suis des litres et des litres pour justement pour sourcer pour sourcer tout ce que je dis, pour aller voir différents points de vue, ouvrir mes perspectives, etc. Et juste un exemple à la con, après l'élection de Trump, moi j'ai beaucoup personnellement souffert
j'ai vraiment été accablée par les phénomènes de bulles. Mhm. Et le fait est que j'étais devant mon ordinateur le soir, la nuit des élections, jusqu'à 3 heures du matin, quand la courbe s'est inversée entre Clinton et Trump. Ouais. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Euh, Et en fait, le lendemain, je me suis rendu compte, bah oui, parce que j'étais dans une bulle, en fait. Et j'avais gobé. Donc bref, tout ça pour dire quoi? C'est qu'après l'élection de Trump, je me suis beaucoup inscrite sur Twitter, sur des comptes, justement, pas forcément de l'alt-right, mais des gros conservateurs, quoi. J'ai eu des gens qui me l'ont reproché, quoi. Qui ont fait l'analyse de mon compte Twitter en disant, ah ben vous avez vu, elle est ah inscrite à ouais. machin, elle est inscrite à machin, c'est la preuve que. Mais non, c'est juste la preuve que je m'intéresse au monde tel qu'il est et pas tel que je voudrais qu'il soit, quoi. Oui. Donc c'est une bonne manière de terminer. Je sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose. Sur globalement sur tous les mouvements progressistes et le féminisme en particulier, en fait, qui étaient des mouvements d'émancipation merveilleux et justement d'émancipation individuelle, Mhm. vraiment 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 merveilleux, et qui se transforment et qui sont en train de se transformer en police de la pensée et en puritanisme et en fait on retrouve les logiques religieuses et pour le coup même les logiques à un niveau basiquement cognitif Mhm. de discours religieux qu'on les avait débarrassés du champ intellectuel et je trouve ça vraiment très très préoccupant quoi. Mhm. Toutes ces logiques tribales aujourd'hui on va pas quand quelqu'un parle, enfin ça a toujours été le cas, mais on est revenu au truc quand quelqu'un parle on va pas s'attacher à ce qu'il dit, on va essayer de voir dans quel camp il est. Mhm. Et ça, c'est atroce, quoi. Et moi, justement, j'ai choisi d'avoir un discours public sur le féminisme principalement parce que je me suis rendu compte que le féminisme me racontait de la merde. Euh, et que, mais que justement, j'étais très contente du féminisme dans le sens, à la base, c'est apolitique le féminisme. Enfin, c'est des problématiques qui peuvent concerner tout le spectre, quasiment tout le spectre politique et idéologique de la population. Et aujourd'hui, le hijack, le monopole d'extrême gauche sur le féminisme, pour moi, est en train de le tuer, quoi. Mhm. Et voilà, le féminisme, c'est vouloir des droits égaux, des opportunités égales, mais c'est pas tous les délires néo-marxistes, intersectionnels, machin, qu'on observe aujourd'hui, quoi. Ok. Bon là, ce serait trop long pour rentrer là-dedans. Ouais, ok, Je ouais. pense que l'un comme Faut l'autre, on couper. pourra en parler pendant des heures, Ouais, mais ouais. juste une petite remarque, enfin pas forcément petite, mais une Mhm, remarque par rapport à ce que tu disais sur les logiques, mhm, disons doctrinales et religieuses mhm, de ces mhm, discours aujourd'hui. Je pense que j'enfonce une porte ouverte, mais c'est clairement mhm, étroitement corrélé au fait qu'ils se sont éloignés de discours factuels. C'est-à-dire, bon, mhm. il y a le fameux Oui, livre tout à fait, ouais. il y a le fameux livre de 1994, La gauche Mhm, académique, mhm, et ses ouais, querelles avec la science de Grosse et mhm, Lévitt, mhm, qui mettait bien en évidence le fait que le féminisme, entre autres, se mhm, construisait de plus en plus contre, alors en particulier c'est la biologie en général avec le féminisme, mhm, les sciences en général, mais mhm, le féminisme, c'est surtout pour lui la biologie qui cause des mhm, problèmes, bon, pour des raisons qui pourront transparaître de mhm, ce dont on a discuté, mais disons qu'une fois que on construit son discours, disons, à l'encontre des connaissances scientifiques, il est normal que derrière on le protège non pas par mhm. l'argumentation, mais par disons, Par l'ostracisme l'excommunication, moral. quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, on ne décrypte pas, on n'explique pas, on prêche. Hmm. Et c'est vraiment ces logiques-là qu'on observe aujourd'hui. Quand il y a eu un article il y a quelques semaines hyper intéressant dans le Wall Street Journal, ça reprenait tu sais, le poème pendant la guerre. Là, d'abord, ils sont venus pour les communistes, Ah oui, oui, j'ai rien dit. Le titre, c'était d'abord, ils sont venus pour les biologistes. oui. Et c'était à la fois un article très posé et en même temps, il y avait un bon soupçon un agréable soupçon de drame. Enfin, je veux dire, c'était Hmm. vraiment très prenant et vraiment très glaçant, quoi. Hmm. Et, et c'est ça
qui fait que je suis aujourd'hui dans une position un peu compliquée parce que en fait, je voulais pas, j'ai jamais voulu aller au conflit en fait, et j'ai jamais surtout voulu aller vers le pouvoir, dans le sens où c'est ça aussi qui m'amuse quand les gens disent que j'ai une idéologie, etc. Moi, c'est pas qu'il faut pas me mettre c'est pas qu'il faut pas mettre des responsabilités entre les mains, c'est que je n'en veux pas en fait. Je trouve ça justement beaucoup plus intéressant d'avoir une perspective un peu de côté, à la limite donner des outils à des gens qui sont au pouvoir, mais moi j'en veux pas du pouvoir, quoi. Et en fait c'est le truc, c'est comme le truc comme dans Le Parrain, quoi, genre quand tu dis c'est pull me back in. Je ne veux pas de la politique, je ne veux pas de la politique, je ne veux pas de l'idéologie, je veux construire un discours qui est vraiment à côté, qui est non militant, et les 95% de critiques que je me prends, c'est ah là là, elle a une idéologie cachée, mais juste allez vous faire foutre, quoi. D'accord. On peut peut-être finir sur un avertissement parce que par rapport au texte que tu mentionnais, d'abord ils sont venus pour les biologistes. Bon, en fait, moi je dirais que c'est pas vraiment un d'abord parce que bon, si je me fie à tout ce que j'ai pu lire depuis quelques années sur, disons, l'évolution de la nature de l'université aux États-Unis, donc pour l'instant, c'est surtout en sciences sociales et dans les humanités que ça s'est joué, en sociologie, en littérature et dans tous les départements de quelque chose studies, tout ce qui est women's studies, etc., etc. On va pas faire la liste. Mais enfin, c'était apparemment le message un peu de ce texte-là, mais est-ce que la biologie est la prochaine victime annoncée d'une sorte de mise au pas de l'université à des discours qui se veulent moralisants et qui rejetteront toute connaissance scientifique qui ne se conformera pas à leur vision du monde? Une mise au pas ou un isolement, quoi. Parce que par exemple, on l'a vu depuis 50 ans sur les gens qui travaillent sur l'intelligence. En fait, sur la biologie, de l'intelligence, on sait plein de choses sur le QI, etc. Mais c'est des choses qui ne passent pas dans l'opinion, et c'est des chercheurs qui sont dans un système de tour d'ivoire très hermétique. Et je pense qu'à la limite, si il arrive ça pour la biologie, comment dire, je pense que ça serait encore plus dramatique que de penser que la biologie pourrait être récupérée par les relativistes et les postmodernes et machin, quoi. Parce que de toute façon, je pense pas qu'elle puisse être récupérée, hein. Je pense qu'elle ne puisse. C'est ce que tu dis. Je pense qu'elle ne peut être que annulée, quoi. Elle peut être récupérée, parce que comme on voit avec les Cordella Fine, comme on voit avec en France, je veux dire la lisibilité là qui monte vachement autour des travaux de Priscille Touraille, comme quoi. Le dimorphisme sexuel entre hommes et femmes, c'est que depuis la nuit des temps, les femmes ont moins bouffé que les hommes parce que c'est patriarcat, machin. Enfin, je veux dire, je l'ai lu, je l'ai compulsé avant-hier, son bouquin. Elle dit texto dans son livre qu'elle n'a pas de visée scientifique, qu'elle ne veut pas dire, elle le dit clairement. Enfin, c'est tous les délires postmodernes, qu'elle n'est pas dans le vrai faux. Elle est dans le bien mal, quoi. Mais pourtant, elle émet bien des énoncés que l'auditeur est censé considérer comme vrais. Non, mais ça fait partie des incohérences, de la densité d'incohérences de cette école de pensée, quoi. Mais je veux dire, on en revient à ce qu'on disait au départ. C'est une logique religieuse infalsifiable. Voilà. Bien, sur ce paysage un peu anxiogène. Un peu apocalyptique. On peut peut-être. Mais je sais pas. Après, comment dire, pour le coup, c'est des impressions, c'est l'optimisme et le pessimisme. On peut aussi se dire que sur ce champ de ruines va germer un truc formidable dont on n'a pas encore connaissance parce qu'il n'existe pas encore, mais ça c'est l'histoire le dira. Mais j'ai quand même comment dire, je reste quand même optimiste parce qu'on peut pas, ça c'est aussi, c'est des problématiques qui sont aussi vieilles que Russell, Orwell, etc. On peut pas aller contre le réel, en fait.
Mhm. Enfin, on peut y aller comme les communistes pendant 80 ans, mais je veux dire, le réel gagne toujours à la fin, quoi. Et le réel gagne toujours à la fin en faisant beaucoup de morts dans l'intervalle. Et voilà, quoi. C'est encourageant. Si on pouvait juste apprendre un peu de nos erreurs et éviter les morts, ça serait bien, mais visiblement, pas tout le monde est sur cette même longueur d'onde, mais tant pis, hein. Enfin, en tout cas, on peut essayer de faire au mieux en Ouais, attendant et tout de à fait. répandre notre propre bonne parole, Tout à fait, de prêcher. n'est-ce pas? Enfin voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup, Peggy. Eh bien, de rien. Merci à vous. Merci à toi. Merci à la liberté académique. Voilà.